Voilà, bien, je vous propose de débuter alors notre séance publique du Conseil communal. Tout d'abord en excusant Philippe Dumortier, notre échevin des travaux, qui a dû subir une intervention chirurgicale fin de la semaine dernière en relative urgence et donc voilà, qu'il ne pourra malheureusement pas se joindre à nous ce soir, ce qu'il regrette fort bien. Et alors, je souhaiterais également pouvoir inscrire en urgence un point dans la séance à huis clos, qui est la fin de contrat pour force majeure médicale d'un agent communal. Donc, j'imagine que ça ne posera pas de soucis. Les documents sont dans votre farde. Ok. Ok. Oui. Bien, merci beaucoup. Alors, le premier point à l'ordre du jour est la présentation de la captation en ligne du conseil communal. Et je vais céder tout de suite la parole à Arnaud Guérard. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Et donc, voilà, en effet, nous avons la possibilité pour la première fois de retranscrire le conseil communal en direct sur la page Facebook de la commune d'Écosine. Il sera également disponible par après sur le site internet de la commune. Alors, l'objectif de ce projet, qui avait une certaine importance pour nous, c'est de renforcer la transparence, mais aussi de permettre aux citoyens d'accéder plus facilement aux informations du débat démocratique et sur des décisions qui finalement touchent leur quotidien. Et donc ça nous semblait très important que le citoyen puisse avoir plus facilement accès aux débats et aux informations qui s'échangent en conseil communal. Alors vous savez que c'est un projet que nous avions annoncé dans notre déclaration de politique communale et nous l'avions déjà il y a quelques séances d'ici du conseil communal intégré dans le ROI de notre conseil. Alors, un petit mot par rapport à l'équipement. Donc, la salle du conseil a été équipée de 2 caméras fixes et d'une caméra robotisée. Alors, les objectifs qui ont été suivis pour la diffusion de cette, et la mise en place de cette solution, c'est d'avoir une solution qualitative, mais donc parce que par rapport à certaines communes qui diffusent leurs séances du conseil communal, certaines font le choix d'avoir uniquement un plan fixe en arrière de la salle. Ici, nous avons fait le choix d'avoir quand même une caméra au centre qui permet en fait d'aller rechercher chaque conseiller et donc avec une certaine notion d'équité pour que chacun puisse être filmé de face par la caméra centrale. Alors, un des souhaits que nous avions par rapport à cette retransmission du conseil, c'est une certaine autonomie. Donc ça aussi, c'est une différence par rapport à d'autres communes. L'autonomie, en fait, permet que les services communaux soient directement en charge de la réalisation, en fait, en direct et du changement des plans d'image. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir avoir une certaine maîtrise des coûts par rapport à la solution. On reste dans des budgets qui sont tout à fait contenus. Comme vous le savez, au cours du budget, nous avions accordé un crédit d'un peu plus de 15 000 € par rapport à cette captation. Et c'est une solution aussi qui est évolutive. Donc le matériel qui est installé pourrait servir à d'autres prestations vidéo de la salle du conseil. C'est en fait un investissement aussi pour l'avenir. Donc le matériel est d'une qualité suffisante pour pouvoir être utilisé à d'autres fins. Et donc, voilà, la diffusion se fera en direct sur la page Facebook et quelques jours après sur le site internet. Et voilà, je voulais simplement aussi remercier les services communaux. C'est un projet dans lequel ils sont beaucoup impliqués. Et donc voilà, nous sommes contents de pouvoir diffuser cette première séance en direct. Et évidemment, on vous demande aussi une certaine indulgence parce que c'est leur première prestation. Donc les prises d'image vont peut-être s'améliorer au fur et à mesure et le montage au fur et à mesure des séances. Mais donc voilà, merci déjà pour votre indulgence et merci à eux pour leur présence ce soir. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, Bernard? Oui, une question, la première, et M. Arnaud Guérard qui a répondu plus ou moins, donc 15 000 € au projet, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est le coût direct. J'aurais aimé connaître le coût indirect lié à ce projet, donc les coûts de personnel chaque mois ou de la maintenance. Enfin, je m'étonne quand même un peu du support Facebook comme choix de médias de diffusion quand je vois le piètre résultat de l'empreinte carbone, jugé plutôt 1,5 million de tonnes de CO2 annuelles, soit plus qu'un pays comme le Burkina Faso. C'est quand même autre chose qu'un rallye. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sébastien? Oui, donc Arnaud a expliqué qu'on allait utiliser ce matériel à d'autres fins. Est-ce que vous envisagez par exemple d'utiliser ce matériel pour le conseil communal des enfants, pour diffuser les conseils communaux des enfants en direct à l'avenir? Voilà, question que je me pose. Bien, j'ai vu Pierre aussi. Oui, j'aimerais savoir donc si c'est diffusé en direct sur Facebook, comment vous allez faire pour modérer les propos des centaines de milliers de téléspectateurs qui seront à notre écoute. Et est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant que je ne laisse Arnaud répondre? Non? Arnaud, je t'en prie. Voilà, donc par rapport au coût, donc en effet, il y a un coût fixe qui est l'installation des caméras. Il faut savoir que c'est aussi une solution d'économie, parce que d'autres communes ont fait le choix d'avoir une réalisation avec des équipes extérieures qui sont présentes à chaque fois. Voilà, des communes toutes proches de chez nous. Et donc là, évidemment, ce sont des coûts beaucoup plus élevés, qui permettent à avoir peut-être un résultat de réalisation qui est supérieur. Et donc nous avons fait quelque part un ratio entre une qualité et des conditions d'équité pour que chacun puisse être filmé, on va dire, de manière équitable, mais en même temps pour limiter au maximum les coûts du projet. Alors en effet, il y a également, on va dire, un coût humain dans le sens où le personnel communal est présent pour la séance. Donc nous avons formé 4 personnes au sein du personnel communal pour pouvoir être en mesure de capter les séances. Normalement, ça fonctionne par équipe de 2. Donc voilà, ils sont présents tous les 4 aujourd'hui, donc service informatique, communication et participation citoyenne, parce que c'est en fait la dernière étape de leur parcours de formation, où ils sont accompagnés aujourd'hui par, on va dire, la société Spark qui nous a accompagnés dans l'équipement de la salle. Alors, par rapport à l'empreinte, oui, en effet, les réseaux sociaux ont une empreinte carbone, on le sait tous. Mais donc voilà, ici, ce qui a motivé le projet, c'est avant tout la transparence. Et donc ce sera multiplateforme. L'objectif, c'est que d'une part, il puisse y avoir une certaine spontanéité et un accès avec des moyens de communication qui sont plus accessibles pour le citoyen. On sait que le conseil communal est en séance publique. Donc normalement, le but est que les citoyens puissent accéder au maximum à ce débat. Donc ce sera d'une part via Facebook, mais à la fois aussi par la suite sur une chaîne YouTube qui permet en fait à des fins d'historique de garder les séances du conseil communal. Alors par rapport à la question de Monsieur Deschamps, par rapport à d'autres utilisations possibles, mais on imagine pouvoir utiliser l'installation vidéo éventuellement pour des cérémonies officielles qui auraient lieu dans la salle du conseil. Par exemple, à la demande des mariés, nous pourrions prévoir de prendre quelques images souvenirs, évidemment pas diffusées, mais donc simplement pour leur fournir un souvenir de leur mariage. Mais c'est encore trop tôt pour le dire et pour vous donner précisément une réponse sur les autres utilisations, parce que pour le moment, le personnel est en formation, et donc une fois qu'il aura une bonne maîtrise de la solution, eh bien à ce moment-là, on pourra l'envisager. Par rapport à la modération, c'est vrai que c'est un point important. Donc pour le moment, nous avons fait le choix de ne pas activer les commentaires sous le fil de la discussion Facebook, simplement parce que le personnel communal doit pouvoir jongler avec la réalisation, la prise d'image. Et donc, quand on accepte les commentaires en dessous de la vidéo, mais il faut bien sûr, nous sommes tenus en tant que commune de faire une modération, donc c'est-à-dire d'enlever des propos qui seraient injurieux, contraires à la loi, que ce soit des propos sexistes, xénophobes. Donc là, nous avons une obligation en tant que commune de pouvoir modérer avec les mêmes paramètres que UNIA, par exemple, peut diffuser sur son site internet. Et donc, on réévaluera par la suite l'opportunité d'activer les commentaires, si c'était un élément de débat important, mais une fois que le personnel communal sera formé, on va dire. Voilà, est-ce qu'il y a encore des interventions par rapport à ce point? Non? Je vous propose alors de passer au point 2 de notre ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil communal du 16 décembre 2019. Est-ce qu'il y a
des commentaires par rapport à ce point? On a relu le conseil communal avec attention, on n'a pas de remarques particulières à formuler. Bien, merci. Donc, j'imagine que c'est une adoption à l'unanimité. Oui. Merci. Alors, notification de la tutelle. Il y en a toute une série. La première, c'est la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour les exercices 2020 à 2025 qui a été approuvée par la tutelle. La deuxième, c'est la taxe des centimes additionnels au précompte immobilier pour les mêmes exercices fiscaux. Alors, nous avons toute une série de règlements fiscaux pour les années 2020 à 2025 qui ont été approuvés, à savoir la taxe sur la délivrance des documents administratifs, la taxe sur la force motrice, la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits et d'échantillons non adressés, qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite, la taxe sur les terrains de camping, la taxe sur les agences bancaires, la taxe sur les secondes résidences, la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, la taxe sur les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité, la redevance sur la demande de permis d'environnement et de permis unique, la demande de modification des conditions particulières d'exploitation et la déclaration de classe 3, la redevance sur les actes requis par le CODET et par le décret d'ivoirie pour couvrir les frais administratifs engendrés par le traitement de ces dossiers, la redevance sur l'intervention d'un géomètre commissionné par la commune, la redevance pour support non soumis au droit de timbre, la redevance pour les frais d'expulsion, le tarif sur la participation des enfants à la plaine de jeux d'été, et la redevance en cas de location d'une place de parking vélo sécurisée, la redevance sur les concessions, les caveaux et les columbariums. Voilà, j'imagine qu'il n'y a pas de souci par rapport à toutes ces notifications. Alors nous avons reçu 3 non-approbations de la tutelle pour des règlements fiscaux suivants. À noter que ce sont à chaque fois des non-approbations sur la forme et non sur le fond, à savoir la redevance pour l'occupation du domaine public pour l'installation des friteries mobiles. La raison, c'est que la tutelle souhaite que ce soit un taux journalier qui soit appliqué et non pas un taux annuel. Et donc, on vous proposera au point 12 de cet ordre du jour une nouvelle délibération corrective. La redevance pour l'occupation du domaine public à usage commercial ou de travaux. Il y avait 2 taux différents qui étaient prévus pour le 90e jour. Évidemment, c'était compliqué de pouvoir l'appliquer et donc il y a également une proposition, ce sera le point 11 à l'ordre du jour d'une nouvelle délibération. Et enfin, la taxe sur l'enlèvement des versages sauvages. Il y avait une erreur de rédaction dans le tonnage visé et donc là, ce sera le point 13 de l'ordre du jour de cette séance. Alors, nous avons également reçu une notification de la tutelle par rapport à la désignation du candidat représentant le CDH pour la commune d'Écossynes au sein du conseil d'administration d'Hauts-de-Seine Logement, vu le recours qui avait été introduit par M. Deschamps. Et donc, le ministre des Pouvoirs locaux estime que la désignation de M. Godefroy comme représentant de la commune d'Écossynes au sein du conseil d'administration de la société de logement public Hauts-de-Seine Logement est tout à fait valable. Et donc, il n'a pas donné de suite favorable au recours qui a été introduit. Alors, au niveau des finances communales, c'est le point 10 de l'ordre du jour. Nous vous proposons une délibération générale pour l'application du code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales. En fait, il y a un nouveau code complémentaire au code des impôts qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Et donc, comme il ne s'agit pas d'une modification du code des impôts, mais une toute nouvelle réglementation, il convient de le prévoir pour toutes les délibérations fiscales de la commune d'Écossynes. Et donc, il est proposé de prendre une délibération unique qui inclut le nouveau dispositif au sein de toutes nos délibérations qui ont une portée fiscale et non fiscale pour le recouvrement amiable et forcé. J'imagine que ça ne posera pas de souci, c'est l'application d'un code fédéral retranscrit dans la réglementation wallonne. Alors, les 3 points qui suivent donc, sont la conséquence des non-approbations de nos règlements par la tutelle. Donc, le premier
c'est le domaine public à usage commercial ou de travaux, et où nous avons corrigé la petite coquille qui était présente par rapport au 90e jour, et donc il est bien prévu maintenant jusqu'au 90e jour et à partir du 91e pour le taux suivant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette correction? Non? Est-ce que je peux avoir votre vote à l'unanimité? Je vous remercie. Le point 12, c'est pour les friteries mobiles. Donc nous avons modifié le taux qui n'est plus un taux annuel mais un taux journalier. J'imagine qu'il n'y a pas de souci non plus. Je vous remercie. Le point 13, c'est l'enlèvement des versages sauvages où nous avons apporté les corrections par rapport à ce que demandait la tutelle par rapport au tonnage. J'imagine qu'il n'y a pas de problème non plus. Je vous remercie. Alors, la taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2020 à 2025, vous aurez vu qu'elle avait été approuvée par la tutelle, mais celle-ci demande de compléter, si possible, notre délibération en prévoyant tous les cas d'espèce. Donc, nous n'avions prévu que les cas d'espèce qui concernaient la commune d'Écossynes, mais la tutelle nous dit, à juste titre sans doute, que nous devons prévoir deux autres cas qui n'étaient pas prévus dans notre règlement, à savoir la seconde résidence pour des logements étudiants et la seconde résidence établie dans un camping, au cas où quelqu'un aurait une seconde résidence de cette nature-là sur la commune d'Écossynes. Et donc, c'est vraiment l'ajout de ces deux catégories sur le règlement taxe initial. Et donc, au Conseil communal du mois de novembre, on a voté contre le point sur les taxes sur les secondes résidences. Et donc, on maintiendra notre vote par rapport à ça. Bien, donc, je tiens juste à préciser que le règlement qui a été voté au mois de novembre reste d'application, vu qu'il a été approuvé par la tutelle. Et donc, ici, vous rejetez la modification qui est demandée par la région wallonne. C'est bien ça? D'accord. Donc, je vais demander le vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Voilà. Donc, comme il s'agit d'une égalité, la proposition de modification est rejetée. Nous informerons donc la région wallonne que le conseil communal d'Écossynes n'a pas voulu suivre ces recommandations et il sera sans doute prévisible que nous représentions à sa demande le point lors d'une prochaine séance. Il n'y a plus de majorité à Écossynes. Alors, je ne relève même pas, monsieur Deschamps. Vous remarquerez que j'essaie d'être constructif et positif. Le point 15, la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2020 à 2025. Il a également été approuvé par la tutelle, mais qui demande de réduire la surface de l'exonération pour les sites d'activité économique désaffectés. Donc, nous avions prévu 5000 mètres carrés. La région wallonne demande de réduire cette taille à 1000 mètres carrés pour l'exonération. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Alors, au niveau du patrimoine communal, nous allons sortir deux véhicules du patrimoine, à savoir tout d'abord un Peugeot Partner qui est affecté au service espace vert, qui est vétuste et qui présente énormément de problèmes mécaniques. Ça devient relativement cher de le réparer. Il date de 2007, il a 102 700 km au compteur, et un scooter qui a été abandonné sur la voie publique sur base de réquisition de la police. Il a été entreposé, comme la loi le prévoit, pendant 6 mois au sein du dépôt communal. La police a essayé de joindre le propriétaire pour qu'il vienne le rechercher, ce qui n'a pas été fait. Donc, il devient de droit propriété de la commune et nous proposons de le vendre vu son état de délabrement. J'imagine qu'il ne posera pas de soucis. Il n'a plus de valeur, donc si on peut en tirer quelque chose, c'est pur boni pour la commune. Alors, le point 17, en urbanisme, la démission d'un membre de la CCATM. Je t'en prie, Arnaud.
Oui, merci beaucoup. Mais donc, je voulais profiter de ce point-ci pour refaire un petit topo sur la commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. Donc, simplement un petit mot d'explication globalement, et puis on reviendra à cette modification de la composition. Donc, la CCATM, donc, c'est une assemblée composée de citoyens, donc, qui émet des avis sur des dossiers liés à l'aménagement du territoire et à la mobilité, donc à Ecosyn. Ce sont des citoyens volontaires et représentatifs, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à candidature pour ces représentants citoyens et qu'il y a eu un travail pour avoir une représentation de tous les quartiers d'Ecosyn, de toutes les tranches d'âge. Et donc voilà, c'est comme ça que l'Assemblée est représentative et donc une composition équilibrée sur des bases de critères géographiques, économiques, sociaux, environnementaux, d'âge et de genre, et avec un accompagnement par les services communaux de cette Assemblée citoyenne. Et donc l'objectif, c'est vraiment pour tous les dossiers d'urbanisme ou de mobilité d'importance, de rendre un avis qui en fait est très utile au collège pour prendre ses décisions. Donc voilà, je tiens à souligner que c'est un avis qui est quasiment toujours suivi par le collège. Donc voilà, ici vous avez sur les slides les tableaux des représentants citoyens que je vous remets pour mémoire. Et donc nous avons reçu une lettre de démission de monsieur José Hainaut pour raison de santé. Voilà. Donc la modification comme suit, étant donné que c'est un poste en deuxième suppléance, ne porte pas préjudice au fonctionnement de la CCATM, et donc on propose simplement de valider ce nouveau tableau. J'en profite mais pour remercier voilà, le président de la CCATM qui est présent dans la salle, je pense, et évidemment tous les citoyens qui s'investissent dans cette commission, parce que c'est un travail qui nous est fort utile. Voilà, j'imagine qu'il n'y a pas de questions par rapport à cette démission. Le point suivant, au niveau énergie, c'est l'adhésion à la centrale d'achat Renowatt. Je t'en prie, Arnaud. Voilà, donc le projet Renowatt, donc c'est une opportunité qui a été identifiée par le conseiller en énergie. Donc c'est un des premiers dossiers qu'il a pris en charge à son arrivée. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de viser l'amélioration et l'efficacité énergétique de bâtiments publics. Bon, ici vous avez des exemples généraux parce que c'est un projet qui couvre toute la Wallonie. Donc on parle notamment d'hôpitaux, écoles, piscines, halls omnisports, logements sociaux ou homes. Et donc vous voyez que ce sont des sujets qui peuvent voilà, concerner aussi notre commune. Nous avons des bâtiments qui pourraient bénéficier d'une amélioration de performance énergétique, le hall omnisport par exemple, ou d'autres. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de diminuer la consommation énergétique des bâtiments publics. Il y a vraiment dans le projet Renowatt aussi un objectif de favoriser de l'emploi local, donc c'est vraiment quelque chose qui est inclus dans le projet au niveau wallon, de combattre la précarité énergétique et donc d'améliorer les conditions de vie dans les bâtiments publics. Et donc l'objectif, c'est vraiment tant une amélioration environnementale, et donc vraiment de remplir des objectifs au niveau climatique de notre plan climat, mais aussi d'avoir un impact et d'avoir un retour financier pour la commune, parce que si on fait baisser nos consommations énergétiques, bien évidemment, ça nous fait un return financier tout à fait intéressant. Et donc voilà, vous voyez que grâce à ce projet, en fait, il est prévu que nous puissions bénéficier d'un accompagnement et d'une expertise de la région. Vous voyez à l'écran en fait les différentes phases du projet et d'un prix préférentiel sur des éventuelles rénovations, étant donné que ça fonctionne sur un mécanisme de centrale d'achat et donc qu'on mutualise un certain nombre de rénovations éventuelles pour avoir des prix préférentiels pour la commune d'Ecosyn. Alors, cette adhésion, il faut savoir que ça n'a aucune conséquence financière jusqu'au lancement effectif de travaux. Donc, toutes les premières phases sont des phases d'analyse, en fait, et qui, en adhérant à la centrale, sont offertes gratuitement à la commune pour identifier les bâtiments qui seraient intéressants de pouvoir rénover.
Et donc la procédure, donc la candidature était à introduire avant le 31 décembre 2019. Et donc le conseiller énergie a introduit la candidature d'Ecosyn pour qu'on soit dans les délais. Et donc on vous propose aussi aujourd'hui de passer avec la convention. Donc Renowatt accepte qu'on puisse leur renvoyer cette convention ratifiée. Et donc d'avoir, ça nous permettra de lancer le projet avec une phase d'analyse gratuite des bâtiments communaux en fonction de la superficie et de la consommation. Donc ils vont d'abord viser les bâtiments avec la superficie la plus élevée et la consommation la plus importante, bien évidemment, pour réaliser des économies. Et donc pas d'impact financier à ce stade, mais possibilité de poursuivre la démarche sur base des résultats de ces premières analyses. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions? Sébastien? Oui, donc je voyais qu'il n'y avait pas d'impact financier à ce stade, mais à terme, qu'est-ce que ça va coûter? Ou si ça coûte quelque chose? Arnaud? Oui, donc à terme, l'impact financier dépendrait des projets qui seraient choisis dans un projet de rénovation. Donc à un moment, si on identifie un bâtiment communal, prenons par exemple le hall polyvalent, les analyses qui sont gratuites nous permettront de nous donner une vue sur voilà, vos travaux, les travaux pourraient coûter autant et vous permettre de gagner autant en économie d'énergie et donc en frais en moins. Mais donc à ce moment-là, on prend d'abord acte de la phase d'analyse et c'est seulement une deuxième décision qui permettrait de se lancer dans des travaux. Donc il n'y a vraiment pas d'impact financier à ce stade, mais c'est nous préserver la possibilité d'avoir ces prix préférentiels si on identifie des bâtiments qui peuvent nous permettre d'améliorer notre impact énergétique et la facture énergétique de la commune. Pierre? On trouve que c'est une bonne chose, vu l'analyse gratuite des bâtiments. Et donc on va voter avec plaisir pour ce point. Et on espère vraiment aussi, allez, que vous preniez l'exemple du hall polyvalent, quand on voit ce que ça coûte à la SBL EcoSport par mois pour chauffer le hall, et pas toujours au grand plaisir des utilisateurs, parce qu'il fait souvent très froid en hiver. Donc on pense que ce serait vraiment bien de commencer par ce bâtiment communal très énergivore. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Si j'ai bien compris, ce sera un vote à l'unanimité. Oui. Je vous remercie. Le point suivant, toujours en énergie, c'est de vous faire l'état des lieux de l'action pilote Live Be Real. Je t'en prie Arnaud. Voilà, donc encore un point énergie. Donc, on doit bien vous dire que c'est assez une satisfaction parce que ça montre que le conseiller énergie qui vient d'entrer en fonction, s'est mis au travail immédiatement et a des dossiers qui avancent. Donc ça, on veut vraiment saluer ce travail de l'administration. D'autant que pour ce point, donc l'action pilote Live Be Real, dont je vais vous dire quelques mots, c'est une excellente nouvelle puisque Ecosyn est parmi les 10 communes sélectionnées en Wallonie et qui bénéficiera donc d'un financement de 104 650 €. Donc pour des investissements et un accompagnement qui permettra d'encourager la rénovation des logements par les habitants et les citoyens. Donc voilà, être parmi les 10 communes sélectionnées pour un montant quand même assez significatif vu que ça correspond à l'équivalent de près de 2 ans et demi du salaire du conseiller énergie. Voilà, c'est quand même un point important. Alors quelques mots par rapport à ce projet. Donc l'objectif c'est d'apporter une aide, on l'a dit, dans l'amélioration des performances énergétiques des logements des habitants. Et donc ça se fera par la mise à disposition d'outils développés par la région wallonne, donc de pouvoir utiliser en exclusivité avec ces 10 communes les outils qui sont des quick scans, des feuilles de route et des passeports bâtiments qui permettent en fait de réaliser un audit progressif du bâtiment et qui permet vraiment, donc un petit peu comme pour Renowatt, mais là orienté vraiment pour les citoyens, d'identifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées et aussi d'accompagner le citoyen dans ses démarches pour bénéficier des aides wallonnes, que ce soit des primes, des prêts 0%. On sait que c'est souvent un frein, soit le financement, soit la lourdeur administrative. Et donc là, c'est vraiment de bénéficier d'un accompagnement qui permette aux citoyens de
faire un geste pour l'environnement et le climat, mais aussi un geste pour leur portefeuille, vu que ces économies d'énergie permettent de réaliser des économies. Et donc il y aura une attention particulière, et ça c'est important parce que c'est un des objectifs du projet, à viser tout type de logement, donc 2, 3, 4 façades, mais aussi tout type de revenus. Et donc on aura vraiment une attention particulière à ce que tout type de ménage puisse bénéficier de cette possibilité. Et donc le projet va débuter ici en février. Donc il y a d'abord une phase interne avec de préparation au sein des services communaux, et donc au cours du premier semestre 2020, donc il y aura une information qui passera vers les habitants avec les premières possibilités en la matière. Voilà, merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre? Oui, encore une fois, c'est une bonne chose. Par contre, ce qu'on se demandait, c'est quels étaient les critères qui allaient être pris en compte pour voir qui... parce qu'à un moment donné, il va falloir partager le gâteau. Donc il y a une centaine de milliers d'euros qui est là. Si tous les habitants des Caussines remettent un dossier pour remplacer leur châssis, bien, qui vous allez prendre, hein, on a vu que c'était pour tout type de logement. Donc comment ça va se passer concrètement. Aussi, lors de la... Donc j'ai bien entendu que vous alliez faire... vous allez expliquer à la population comment faire pour pouvoir en bénéficier. Donc, est-ce qu'il va avoir un guichet quelque part, comme il y a à Braine-le-Comte par exemple, un guichet énergétique quelque part à la commune. Donc, si oui, il faudra aussi en faire la publicité. Et aussi, ça vient donner un peu plus d'informations concernant QuickScan, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Arnaud? Oui, donc... Pour en bénéficier, donc il va évidemment y avoir une publicité large, donc il va y avoir des réunions d'information publiques, les informations qui vont circuler via les différents canaux communaux, bulletins communaux, réseaux sociaux, voilà. Donc le but, c'est vraiment d'en faire la promotion au maximum. Donc j'attire l'attention que l'aide ici se porte sur un accompagnement et donc pas les travaux en soi. Donc c'est un accompagnement pour permettre de bénéficier des aides wallonnes. Donc voilà, ce n'est pas directement un montant qui va être réparti entre des travaux, mais c'est un montant qui va permettre d'aider en fait les gens à réaliser ces travaux. Voilà, donc par rapport à la suite du projet, ça va s'organiser avec les services communaux et tout particulièrement avec le service environnement et le conseiller énergie. Voilà, à partir de ce moment-là, on va évidemment faire la publicité. Vraisemblablement que le conseiller énergie sera le point de contact pour les citoyens, et il sera à disposition pour répondre aux questions. En fonction du nombre de demandes qu'on recevra et de l'intérêt, on espère évidemment que l'intérêt des citoyens sera marqué et que nous aurons beaucoup de demandes. En fonction de ça, on pourra encore évaluer les modalités pour y répondre. Mais donc on espère évidemment qu'il y aura un maximum d'intérêt de la part des citoyens. Oui, et le QuickScan, donc en fait, c'est... si vous voyez le QuickScan, la feuille de route et le passeport bâtiment, c'est en fait simplement une terminologie wallonne pour expliquer les trois types d'outils qui sont en fait à un niveau de précision chaque fois supérieur. Donc le QuickScan, c'est vraiment la première analyse du bâtiment à destination du citoyen pour évaluer les performances énergétiques de son bâtiment par un questionnaire, par une série d'outils qui peuvent l'aider à y voir plus clair, plus rapidement. Et puis après, on affine avec la feuille de route et le passeport bâtiment, mais évidemment aussi en fonction de l'intérêt du citoyen de réellement réaliser les travaux. Mais donc, évidemment, la première analyse est un peu plus superficielle et après, on creuse. Oui, Jean-Philippe. Donc voilà, je vois donc dans ton analyse, donc, c'est vraiment quelque chose d'important, mais je pense que par rapport au tout type de revenus, c'est important aussi que ce soit vraiment par rapport aux revenus les plus fragiles, aux personnes les plus fragiles, ce soit important, que c'est un outil qui pourrait être important, parce que c'est peut-être les personnes qui accèdent le moins à ce type d'intervention, et donc au niveau administratif, etc., je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait les aider et améliorer l'énergie de maison de ces personnes-là. Voilà, merci. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a Sébastien? Est-ce que vous avez une estimation du nombre de familles que vous espérez toucher? Arnaud? Donc,
À ce stade, il faudra qu'on se mette en contact avec la région, mais donc dans la première phase, ça va vraiment être une publicité large sur Ecosyn. Donc on espère en toucher un maximum au minimum sur l'information, parce que par ce projet, ça permet aussi de valoriser d'autres outils et d'autres aides, notamment communales, parce que nous avons toujours des primes logement au niveau communal, mais donc, et il y en a également qui sont régionales. Donc, je dirais, l'objectif, c'est de toucher le plus largement possible, et après, il y aura un nombre limité d'interventions wallonnes par outil, parce qu'évidemment, on sait que ça nécessite un certain accompagnement et que donc il y aura plus de candidats pour obtenir les informations que de personnes qui seront prêtes au moment T à réaliser les travaux. Maintenant, c'est un projet long terme, donc l'objectif est de continuer ça au travers de plusieurs années et une fois qu'on aura commencé le projet, d'évaluer peut-être les modalités pour en faire bénéficier un maximum de monde au sein de la population. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à ce point ? Non, il n'y a pas de vote, donc je vous propose de passer au point numéro 20, au niveau des bibliothèques, de la bibliothèque communale, le rapport général d'exécution du plan de développement de la lecture et l'introduction du nouveau plan. Je t'en prie, Dominique. Merci Xavier. Mais bonsoir à toutes et à tous. Mais effectivement, et je fais en charge des bibliothèques, ce point me permettra de mettre en lumière l'important travail réalisé par mon équipe de la bibliothèque communale. Même si elle n'est pas concernée en première ligne par ce point, le sujet me permet aussi de saluer le travail réalisé et assuré par l'équipe de la bibliothèque Saint-Géry de Marches Ecosyn par le partenariat sous convention avec la structure marchoise afin de garantir 2 points d'accès à la littérature. Le point de ce jour est centré sur l'obtention du renouvellement de la reconnaissance de notre structure communale pour les années de 2020 à 2025 et basé sur le rapport général d'exécution 2012-2019. Avant toute chose, permettez-moi de faire un petit rappel concernant la démarche. Historiquement, notre bibliothèque communale ne bénéficiait d'aucune aide avant l'introduction de sa demande de reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2012. Ça veut dire qu'antérieurement, notre bibliothèque fonctionnait que sur fonds communaux. Cette démarche a rencontré écho et notre structure a été reconnue comme opérateur direct de catégorie 2. Cette reconnaissance imposait alors de répondre aux grandes lignes du décret de développement des pratiques de la lecture organisées dans le réseau public de la lecture et des bibliothèques publiques, et qui sont notamment l'éducation permanente, le développement des pratiques de la lecture, la participation à la vie culturelle, les normes biblio-économiques, l'épanouissement des capacités langagières, et offrir les ressources nécessaires et proposer des supports. Par ces arrêtés d'application du 19 juillet 2011, le décret de la lecture publique du 30 avril 2019 prévoyait l'introduction d'un plan quinquennal de développement de la lecture. À la suite de l'analyse du contexte local, notre premier plan quinquennal ciblait 6 priorités. La première étant l'introduction et la promotion des pratiques de la lecture, d'écoute et de socialisation chez les enfants de 0 à 7 ans. La démarche développée était globalement basée sur la lecture vivante et son exploitation en favorisant l'écoute, la découverte, le divertissement et le partage autour du livre. Pour les enfants de 0 à 3 ans, pour cette tranche, le projet était développé chez les accueillantes d'enfants qui le demandaient avec comme support les livres pour les petits, des comptines et les marionnettes à doigts et à main, durant des séances adaptées de 15 à 20 minutes. Il fallait absolument adapter ces séances pour le public auquel elles étaient destinées. Et la fréquence était à l'époque d'1 fois par mois. Ce partenariat s'est estompé avec le temps, mais actuellement, une crèche s'est ouverte sur notre commune, ce qui présage qu'une collaboration puisse être aussi développée à ce niveau.
Pour les enfants de 3 à 7 ans, le projet trouva son développement dans le cadre scolaire, par de la lecture vivante aussi, au sein même de la bibliothèque, grâce à la mobilisation du quart communal. Actuellement, étant très surutilisées, les activités se déroulent au sein des écoles qui en font la demande et suivant leur orientation. Ces activités peuvent aller de la lecture vivante au prêt de livres aux classes, ainsi que des activités sur thèmes spécifiques qui y sont organisées. La deuxième ligne directrice était de permettre l'accès à la lecture scolaire aux enfants de l'enseignement secondaire. Force était de constater qu'à l'époque, nous n'avions pas d'enseignement secondaire. Actuellement, il y a une antenne du lycée technique de Soigny de l'École du Futur qui est présente, mais à l'époque, vu qu'il n'y avait aucun enseignement secondaire, il y a eu une création d'un fonds spécifique consacré aux lectures scolaires en relation avec les enseignants et les étudiants, en prévoyant un nombre suffisant au regard de nombreuses demandes. Ça veut dire qu'on s'était centré sur l'achat d'un volume de littérature, mais qui était accessible et qui était nécessaire aux jeunes écossinois qui suivaient leur scolarité en extérieur. La troisième ligne directrice était la réduction des fractures numériques, sociales, intergénérationnelles, et de développer l'apprentissage des NTIC, donc les nouvelles technologies d'information et de communication. L'objectif était d'augmenter l'accès aux nouvelles technologies pour nos aînés et les personnes en situation de fragilité sur les plans économiques, social et culturel. De nombreuses séances de formation sur l'utilisation de l'informatique et des programmes les plus usités sont dispensées. Des adaptations ont aussi suivi l'évolution du domaine avec l'apparition des tablettes ainsi que des smartphones. En fait, ces formations, ces modules sont des packs de 6 séances et de chaque séance de 3 heures. Et il y a énormément de demandes. Et pourquoi avoir diversifié ? À l'heure actuelle, le public a accès à d'autres modules, d'autres moyens de communication que le PC, et notamment la tablette et le smartphone, que bon nombre d'entre nous connaissons ici. La quatrième ligne directrice était la promotion de la lecture à l'aide de l'outil bibliothèque. L'objectif était de faire connaître la bibliothèque autrement que par le préjugé d'un endroit poussiéreux avec des bouquins et de présenter tous les services qu'elle assure en proposant des activités en extramuros. En allant à la rencontre des personnes, la bibliothèque a eu de nouvelles inscriptions et un coin lecture enfant y est aussi prisé au sein de la bibliothèque. Donc c'était vraiment d'ouvrir la bibliothèque à un public qui était déjà présent, mais aussi d'aller toucher d'autres personnes en extérieur. Et le but recherché est en fait rencontré. La cinquième ligne directrice était de garantir à tous l'accès à l'information et à ses outils. Mais l'objectif était de permettre à tous les usagers de trouver l'information recherchée via différents supports comme l'EPN, donc l'espace multimédia, les encyclopédies et les ouvrages spécifiques, de renforcer les relations de partenariat et de pouvoir rendre l'usager plus critique. Pour ce faire, accompagner les usagers dans leur recherche était important. Adapter les collections ainsi que l'acquisition d'ouvrages récents et suivre l'actualité littéraire. Cette priorité se concrétise encore à l'heure actuelle tous les jours et suivant les demandes spécifiques ou pas. La sixième ligne directrice était l'acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et là, notre équipe s'est investie dans beaucoup de formations, ont été puisés ce qu'on pouvait leur donner et leur apporter dans ces formations. Et en fait, à l'heure actuelle, ils sont en train de retransmettre ce qu'ils ont pu apprendre au niveau de la population par les personnes qui viennent au niveau de la bibliothèque et les différentes demandes. En répondant donc à cette obligation, la bibliothèque communale a été reconnue en 2012 comme opérateur direct de catégorie 2, ce qui nous permet à l'heure actuelle l'obtention de subsides. Et les subsides sont répartis comme suit. Pour le personnel à hauteur de 30 000 € annuels,
je dois vous faire remarquer qu'au regard de la population, la subvention équivaut en plus ou moins à un équivalent temps plein. Et pour assurer le meilleur service de qualité à notre population, mais notre commune d'Écossynes assure aussi l'équivalent d'un temps plein et demi, et donc sur fonds propres. Donc ça veut dire qu'il y a 3 temps pleins qui fonctionnent au niveau de notre bibliothèque, avec la moitié qui est sur fonds propres. Et nous avons aussi accès à un subside de frais de fonctionnement à hauteur de 15 000 € annuels. Donc, le plan de développement est soumis à une évaluation annuelle ainsi qu'une évaluation finale au terme de 5 ans, qui est en fait le rapport général d'exécution. Qui dit plan quinquennal sous-entend normalement une durée de 5 ans. Vous pourriez me demander comment ça se fait que 2012-2019, il y a 7 ans. En fait, la réponse est simple, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles a reporté de 2 ans le rapport et le demande pour le 30 janvier prochain. Au terme du premier plan de développement, on peut considérer que l'image de la bibliothèque s'est vraiment améliorée. À l'aide de notre 4e priorité qui était de promouvoir la lecture à l'aide de l'outil bibliothèque, avec comme objectif de faire connaître la bibliothèque et ses différents services, ainsi que de permettre un accès à un milieu culturel diversifié, à la lecture et aux livres, nous avons désacralisé la représentation de la bibliothèque qui s'en est retrouvée effective en la rendant plus créative et dynamique. Au travers des actions réalisées et la présence au sein de plusieurs activités, ont permis une meilleure visibilité, le taux de fréquentation a augmenté, pas dans de grandes proportions, mais régulièrement. La bibliothèque a démontré à l'importance d'exister, et ceci par le travail et la disponibilité de l'équipe, mais aussi par sa qualité avant tout des relations sociales, culturelles qui sont entretenues. C'est-à-dire que nous avons une équipe très dynamique au niveau de notre bibliothèque et qui a un sens de l'accueil de tout un chacun. Le projet à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2022, c'est d'intégrer les nouveaux locaux, ce qui nous permettra aussi d'ouvrir une ludothèque, un espace EPN plus important et dans un local destiné uniquement au centre multimédia. À l'heure actuelle, le centre fonctionne, mais il se trouve dans un recoin du bâtiment. On fonctionne avec ce bâtiment et je dois tirer mon chapeau au niveau de l'équipe parce que quand on y va, on passe entre les rayonnages et c'est vrai qu'il n'y a plus grand place pour pouvoir se déplacer. Et cet espace EPN est vraiment logé dans une pièce à l'arrière. Et ça permettra au niveau de, si on peut intégrer rapidement ce nouveau bâtiment, ça permettra de pouvoir diversifier l'offre et encore répondre à plus de demandes. Une forte demande pour continuer à mettre en place des modules d'initiation aux nouvelles technologies émane aussi de la part des aînés. Pour le nouveau plan quinquennal 2020-2025, le défi de la bibliothèque se poursuivra dans la même lignée, mais en mettant encore un accent plus important sur la priorité d'augmenter l'accès aux nouvelles technologies. Pour les aînés, de développer les compétences de base pour la recherche d'emploi, la recherche de logement pour des publics socio-économiques fragilisés. Ça veut dire qu'on travaillera aussi de concert avec le CPS de manière plus serrée. Nous ne pouvons que constater le bénéfice de cette priorité au regard de l'analyse et des réflexions faites. Les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir augmenter l'accès aux nouvelles technologies par les seniors et la participation à la cohésion sociale, sont bien réalisés. En revanche, l'objectif de toucher des personnes fragilisées économiquement n'est pas entièrement rempli. Afin d'apporter une solution à ce niveau, nous déploierons un partenariat plus solide avec le CPS, par exemple, en réfléchissant ensemble comment pallier à ce problème. Comme abordé ci-avant, le projet qui s'est initié avec la rénovation de Sainte-Philomène et qui verra le développement de la nouvelle bibliothèque nous donne le temps de la réflexion pour envisager de nouvelles perspectives d'action complémentaires dans les priorités. Pour le maintien de la reconnaissance, nous avons établi une nouvelle priorité qui sera prépondérante sur celle de l'ancien plan quinquennal, et ce nouveau plan sera tout aussi important que le précédent, car il va nous permettre et demander de susciter et développer de nouveaux partenariats, nouvelles activités
et de toucher de nouveaux publics. Grâce à... Pardon. Veuillez m'excuser, je vais boire un petit coup. Grâce à notre travail de qualité, nous pouvons dire que la bibliothèque est devenue un centre nerveux, acteur à part entière et incontournable de la vie de notre commune. Je terminerai ici par quelques chiffres qui vous démontreront le dynamisme de notre bibliothèque communale. Les chiffres d'évolution au niveau du nombre de lecteurs, par exemple. Avant la reconnaissance, donc jusqu'au 31/12/2011, nous avions 1439 lecteurs inscrits. Après la reconnaissance, jusqu'au 31/12/2019, nous avons 2997 lecteurs inscrits. Donc nous avons plus que doublé les inscrits au niveau de notre bibliothèque. Au niveau du nombre de prêts, en 2011, nous étions à 14 285 prêts. En 2019, nous sommes à 18 300 prêts. Donc là aussi, on voit l'impact de l'ouverture de notre bibliothèque au niveau du public et qui la rend d'autant plus visible par son ouverture qui est plus importante et la présence sur différents secteurs et avec ce qui est proposé. C'est aussi l'expression donc du dynamisme de nos structures. Des défis se positionnent devant nous, et à savoir le basculement au projet du nouveau catalogue au départ de la province de Hainaut, dont nous avons donné un accord de principe antérieurement, et alors notre future bibliothèque qui verra un espace multifonctionnel à haut potentiel. Et je poursuivrai aussi le partenariat avec la Bibliothèque Libre Saint-Géry. Je tiens ici à remercier l'ensemble des membres de l'équipe, ainsi que les membres du Conseil du développement de la lecture pour leur investissement en apportant des idées novatrices. Je me dois aussi de remercier l'ensemble des membres lecteurs, des inscrits à notre bibliothèque pour leur confiance. Je vous remercie. Merci Dominique. Véronique, oui. Voilà, donc moi je voulais remercier les bibliothèques parce que je vais vous donner un exemple bien précis. En tant qu'échevine de la personne différente, il y a une personne malvoyante qui vient de s'installer sur Écosine et grâce à la bibliothèque, ça lui permet d'avoir aussi des livres audio pour pouvoir continuer à lire. Et il y a 2 personnes bénévoles qui sont portées pour faire des lectures vivantes. Donc voilà, je voulais aussi remercier parce que c'est aussi du social, c'est aussi du culturel et les personnes qui ont malheureusement perdu la vue après un accident, ça leur permet aussi de rester en contact et donc je voulais vraiment te remercier. Merci Ali. Pierre? Je serai moins long que M. Feignard. On vous remercie, M. Feignard, pour la longue explication. En effet, la bibliothèque elle a vraiment tout son sens sur Écosine. On a bien entendu aussi que vous étiez à la recherche de nouveaux publics. Et voilà, on est en 2020. On doit aussi penser un peu à l'ère numérique. Et je pense que dans le redéploiement à votre recherche de nouveaux publics, il faut mettre en avant le prêt virtuel, comme on l'appelle. Donc c'est possible d'avoir des livres à distance et pouvoir les lire sur d'autres formats que des formats papier. Voilà. Merci. Dominique? Tu veux parler des bouquins sur liseuse et tout ça? Ben on a en fait la bibliothèque est équipée, mais je vais dire le public ne l'utilise pas nécessairement. Les liseuses sont là et il y a une personne qui en a utilisé une. Et finalement, je crois que le contact avec le livre est aussi important. Et c'est peut-être aussi ça qui explique au niveau de l'enseignement la problématique en lecture. En fait, à l'heure actuelle, il y a énormément d'enfants qui sont plus souvent sur une table, sur un smartphone ou sur une PSP, tout ce qu'on veut. Et en fait, le contact avec le livre, il n'y est plus nécessairement dans l'importance qu'il devra avoir. Et donc, en fait, le problème de la lecture, et c'est pourquoi on a mis des plans de lecture, c'est pour ça aussi, c'est pour contrecarrer les problèmes de lecture au niveau des enfants. Et le problème, il est là. Si on ne donne plus les livres en main au niveau des enfants, finalement, ils perdent aussi par rapport à leur formation scolaire, quoi. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, des liseuses, on en a. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'était que la bibliothèque pourrait avoir certains livres avec simplement des liens de téléchargement pour pouvoir
au lieu de se déplacer vers la bibliothèque, pouvoir lire à distance certains livres. Il y a certaines bibliothèques, comme par exemple à la Louvière, qui font ça, et ça fonctionne très bien. Dominique? Ben, on va analyser la chose, mais tu as toujours l'accès. Donc il faut que les gens... De toute façon, il y a une inscription de base, et puis il y a le prêt en lui-même, quoi. Donc il y a toute une démarche à analyser et une mise en place. C'est une bonne idée aussi. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le plan de la lecture? Non? Je peux avoir votre vote à l'unanimité? Merci beaucoup. Alors quelque chose d'un peu moins gai et sans doute de moins passionnant, un contentieux, une convention de transaction avec la société Eurovia. Alors c'est quelque chose d'assez ancien vu que c'est un litige qui remonte à des travaux qui ont été réalisés à la rue Plumcock, à la rue Docteur Bureau et à la rue Bréda. La société Eurovia demande à la commune d'Écossynes un montant global pour des intérêts de retard et des travaux non payés, dit-elle, pour 364 816 € et 69 centimes TVA comprise. En 2015, nous sommes allés au tribunal pour nous défendre et le tribunal a rejeté les demandes d'Eurovia par rapport à des suppléments à facturer par la commune d'Écossynes. Ils ont été en appel de ce jugement et en 2017, le tribunal d'appel a rejeté leur demande. Et donc, aujourd'hui, évidemment, vu ces rejets, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et donc, la proposition qui nous est faite aujourd'hui, c'est qu'Eurovia exécute tous les travaux de réparation qui doivent se faire pour les malfaçons au niveau de la rue Docteur Bureau et de partager les frais d'expertise qui sont d'un montant total de 1 129 € et 78 centimes. Donc là où on réclamait plus de 360 000 € à la commune d'Écossynes, aujourd'hui la société Eurovia est prête à réaliser les travaux de réparation et nous n'aurions à notre charge que 1 000 € et un petit 1 080 €. Bernard. Pourquoi uniquement la rue Docteur Bureau, puisqu'il y a d'autres rues concernées, d'après ce que je comprends? Parce que les seules malfaçons qui ont été constatées, c'est sur la rue Docteur Bureau. Sur les autres rues, Eurovia demandait des suppléments liés à son chantier. Mais là où nous avons constaté des problèmes, notamment au niveau des trottoirs, c'est au niveau de la rue Docteur Bureau et des reprofilages à faire. Et donc, c'est là que nous avons demandé qu'ils puissent intervenir. Voilà, j'imagine qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ce point, je vous remercie. Le point 22, c'est le profil de fonction des directeurs ou directrices des écoles communales d'Écossynes. Donc c'est un profil de fonction qui a été établi par le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces auxquelles nous sommes affiliés et qui a été approuvé par la commission paritaire locale, donc qui reprend d'une part l'employeur, à savoir la commune d'Écossynes, et d'autre part les organisations syndicales représentant les enseignants, en date du 27 novembre 2019 et qui a été adopté par le collège communal en date du 2 décembre 2019. J'imagine qu'il n'y a pas de souci par rapport à ce point. Je vous remercie. Et le point 23, c'est une ratification par rapport à l'appel à la candidature à une fonction de direction au sein de l'école communale de Marche-les-Écossynes qui a été lancé dans la foulée du profil de fonction, donc également en date du 2 décembre. Monsieur Deschamps. Donc si j'ai bien lu, c'est uniquement un appel à candidature en interne? Ça. Effectivement, c'est ça qui est retenu généralement par la commission paritaire locale, c'est de d'abord lancer un appel interne au sein du pouvoir organisateur et de ne passer à l'externe que dans la mesure où il n'y aurait pas de candidat disposant des titres suffisants et qui ne se présenterait pas à la direction d'une des écoles. Et combien de personnes peuvent prétendre au poste? Combien de personnes rentrent dans les conditions? Combien de personnes rentrent dans les conditions, je suis incapable de vous répondre parce que les enseignants ne sont pas tenus de dire si elles ont suivi des modules de formation en vue de devenir directeur, mais en tout cas, il n'y a qu'une personne qui a répondu à l'appel à candidature qui a été lancé. D'accord. Ok, merci. Voilà, j'imagine qu'il n'y aura pas de problème par rapport à cette ratification.
Alors, nous avons reçu des questions orales, donc c'était le dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal. Nous avons reçu 5 questions, si je ne me trompe pas. La première de M. Deschamps, l'attention de Philippe Dumortier au niveau de la mobilité. Donc, M. Dumortier, que j'excuse encore une fois vu ses soucis de santé, a néanmoins rédigé ses réponses. Donc, je vous propose de lire en son nom. D'abord poser la question. Oui, bien sûr. Je vous en prie, M. Deschamps. Voilà, donc question M. Philippe Dumortier, chemin de la mobilité, boulevard de la Sennette et rue Beaugrand. Suivi de la décision du Conseil communal du 25 février 2019, demande d'information. Voici près d'un an, le Conseil communal a marqué son accord sur un règlement complémentaire relatif à la circulation routière au boulevard de la Sennette et à la rue Beaugrand. Près d'un an plus tard, force est de constater que l'ensemble de ces aménagements n'ont pas encore été matérialisés. Pourriez-vous nous en expliquer les raisons? Demande d'information. Merci. Voilà, donc la réponse qui a été préparée par Philippe Dumortier, qui vous remercie pour cette question, qui met en avant une problématique qui lui tient particulièrement à cœur, à savoir la sécurité des riverains. Comme vous le savez, de nombreux aménagements ont été réalisés ces dernières années. Cette politique de sécurisation des abords de voirie de nos quartiers se prolonge de manière ininterrompue. En ce qui concerne le projet du boulevard de la Sennette et de la rue Beaugrand, le timing est le même que pour tous les travaux nécessitant des investissements. Il y a 3 temps. Tout d'abord, le temps de l'étude de solutions et la décision. Ça a été le cas en 2018 et 2019. Le deuxième temps, c'est la validation par la tutelle, l'estimation du coût technique du projet et le budget dans 2019 et 2020. Et enfin, en troisième temps, la planification et la réalisation des aménagements qui sont prévus pour 2020. Et donc, Philippe Dumortier vous confirme, dès lors que ce chantier aura bien lieu cette année, marquage au sol et pose d'éléments de sécurisation. Il attire toutefois votre attention sur un point de réflexion qu'il se pose depuis plusieurs mois en tant qu'échevin de la mobilité. Le projet qui a été initié par Mme Boskoupsios en 2018 et tel que voté à l'unanimité du Conseil communal en 2019 comprend le placement de casse-vitesse en caoutchouc, ce à proximité des habitations. De par des retours d'expérience récents, il semble que le rapport efficacité-inconvénient, c'est-à-dire la diminution de la vitesse par rapport au bruit et aux vibrations générées, ne soit pas à la hauteur des attentes. En outre, la multiplication de ce genre de dispositif casse-vitesse ne lui apparaît pas souhaitable. Il préconise davantage de rétrécissement sécuritaire, qui est un système efficace et générant moins de nuisances. Il propose donc au Conseil communal d'adapter la décision de l'année dernière en ne posant pas directement les casse-vitesse initialement prévues au niveau des rétrécissements de voirie. Et si cela s'avère nécessaire, après quelques mois de test du dispositif, les 10 casse-vitesse pourront toujours être positionnés vu qu'ils sont boulonnés au sol de manière non permanente. Et donc, Philippe Dumortier propose de remettre ce point en débat lors d'une prochaine séance du Conseil communal. Ok. Je vous remercie. Alors, la question suivante est une question d'Arnaud Delavert qui m'est adressée par rapport à la buvette du terrain de football de Marches-les-Écossines. Je t'en prie, Arnaud. Question à M. Xavier Dupont, bourgmestre. En cette fin d'année 2019, la buvette du stade marchois a été saccagée par une bande de jeunes. Coups dans les fenêtres, détérioration au sein des installations, dégradations diverses à l'intérieur du bâtiment. Que comptez-vous faire pour que pareil fait ne se reproduise plus à l'avenir? Un projet de nouvelles installations était prévu sur ce site. Où en sont les démarches? Comment envisagez-vous de sécuriser le site à l'avenir? Demande d'information. Bien, merci Arnaud. Ce que je peux confirmer, c'est que les faits ont été commis par un groupe d'enfants identifiés par la zone de police. Ces enfants ont entre 7 et 12 ans. Et d'après ce que je peux vous livrer, vu l'état actuel de la procédure, ils voulaient, entre guillemets, s'amuser et voulaient voir les services de secours intervenir. Les personnes civilement responsables ont également été identifiées par les forces de police et vu l'âge des enfants qui ont commis les actes de dégradation, c'est d'un point de vue pédagogique qu'une intervention doit être prévue. Et ce genre de fait malheureusement non prévisible, c'est du vandalisme tout à fait gratuit sans aucun autre but que celui de détruire. La police, une nouvelle fois, a rapidement fait son travail d'identification des personnes responsables. L'étape suivante, c'est une étape judiciaire qui prend
malheureusement plus de temps, faute de moyens. En ce qui concerne le dossier des travaux futurs, donc le collège communal a désigné la société chargée de réaliser les plans et d'introduire le permis. Donc pour l'instant, la société va devoir introduire le permis par rapport à cette rénovation de la buvette et des installations sportives du football à Marches-les-Écossines. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Merci. Alors la question suivante de Valène Depréter à l'attention de Philippe Dumortier au niveau des travaux. Donc oui, c'est une demande d'information à l'intention de Monsieur Philippe Dumortier. Donc plusieurs visites de contrôle des installations électriques à basse tension ont été effectuées dans les bâtiments communaux par un organisme contrôlé agréé ce 11 avril 2019. À la lecture des différents rapports transmis ce 7 juillet 2019, on peut constater la présence d'infractions et la non-conformité des installations aux prescriptions minimales de sécurité des installations électriques. Ces bâtiments communaux étant régulièrement fréquentés par nos citoyens, la sécurité doit dès lors y être optimale. Pourriez-vous donc nous préciser ce qui a été fait depuis la remise de ce rapport, notamment à l'école industrielle et commerciale, dans le bâtiment de la rue Jacques Marboul, à l'ancienne maison communale de Marches-les-Écossines, au hall sportif polyvalent? Pourriez-vous nous préciser quand l'installation électrique de ces différents bâtiments sera-t-elle conforme? Donc c'est une demande d'information. Merci. Bien, merci Valène. Alors ici, encore une fois, je vais vous lire la réponse qu'a préparée Philippe, donc qui vous remercie également pour la question qui soulève une problématique qui lui tient tout particulièrement à cœur depuis qu'il a pris ses fonctions d'échevin des travaux il y a 7 ans. La mise et le maintien en conformité de nos installations communales, tant au niveau de l'électricité, de chauffage que de la détection incendie, a toujours été une priorité. Le respect des différentes normes en la matière fait partie d'un processus continu d'évaluation, d'amélioration, de planification et de réalisation. Des dizaines de milliers d'euros ont déjà été investis dans la poursuite permanente de cet objectif de sécurisation de nos bâtiments. En ce qui concerne la conformité électrique, la réglementation générale sur les installations électriques impose depuis fin 2012 la réalisation d'une première visite des lieux avant de déboucher sur une analyse des risques. Cela a été fait à Écossines pour tous les bâtiments communaux. En matière de constatation d'infractions et d'analyse des risques, on distingue 5 catégories. La catégorie 1, qui sont les infractions très graves impliquant l'arrêt de l'exploitation. La catégorie 2, les infractions graves nécessitant une correction immédiate. La catégorie 3, une infraction faible nécessitant une correction à planifier. La catégorie 4, une infraction légère nécessitant une attention. Et la catégorie 5, une infraction de niveau acceptable. Le rapport auquel vous faites référence ne révèle au pire que des infractions de catégorie 3, donc des infractions faibles nécessitant une correction à planifier. En termes d'analyse de risque, on reste donc dans un niveau faible et les corrections correspondantes sont planifiées. Une telle planification existe de manière pluriannuelle. Comme vous le savez, de nombreux aménagements ont été réalisés ces dernières années, que ce soit au Football Club d'Écossines, à la gare, au foyer culturel, dans les écoles communales, à la maison de la jeunesse, dans les locaux du CPS et aussi au niveau de la commune. Cette politique de mise en conformité de nos bâtiments publics se prolonge donc de manière ininterrompue. Le timing qui dépend de la gravité et du niveau d'investissement nécessaire est le même que tous travaux nécessitant des investissements, et là il y a 3 temps. Dans un premier temps, l'étude des corrections à apporter et la décision, qui sont intervenues en 2019, l'estimation du coût technique du projet et le budget en 2019 et 2020, et la planification, ainsi que la réalisation des aménagements en 2020 et 2021. Il y a donc toujours un décalage entre le rapport de constatation et la réalisation des aménagements. Philippe tient en outre à souligner le travail de qualité qui est réalisé par le service électrique de la commune. Tous les travaux effectués en interne ont toujours été réceptionnés par un organisme agréé. Et à ce jour, quasiment toutes les remarques formulées dans le rapport ont fait l'objet d'une correction. Parmi les infractions restantes, certaines reviennent systématiquement, notamment la réalisation du schéma électrique, descriptif des facteurs externes et le descriptif du tableau. Il a été étonné lors de sa prise de fonction en 2012 que ces plans et descriptions n'existaient pas systématiquement auparavant.
Toutefois, il faut reconnaître que ce type d'infraction ne compromet en rien la sécurité directe des utilisateurs et les plans devraient être terminés d'ici fin 2020. En conclusion, si l'on tient compte des corrections déjà apportées, de la planification des travaux à faire en 2020, du niveau de risque qualifié de faible par l'organisme agréé lui-même, de l'absence d'impact direct de certaines infractions en termes de sécurité pour le public, il peut objectivement considérer que notre patrimoine public bâti présente effectivement un niveau de conformité électrique optimal. Je vous remercie pour la lecture de sa réponse. Avec plaisir. Alors, une question de Pierre à l'attention de Julien Sleus en tant qu'échevin de l'informatique. Oui, première question de l'année pour Monsieur Sleus. Le début d'une longue série peut-être. Au niveau du site internet de la commune, on remarque que le site internet de la commune est assez old-fashioned, comme on dit. Donc il n'est pas toujours non plus très intuitif. C'est parfois un peu compliqué de retrouver des informations. On remarque aussi qu'il y a quelques informations qui sont dedans qui sont assez obsolètes. On ne va pas les citer, mais il y a quelques trucs qui a amélioré. Par exemple, pour les commerces locaux, c'est dommage qu'il n'y ait pas de lien avec le site internet de l'ADL Ecosigne qui reprend, lui, justement, tous les commerces locaux. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Donc voilà, comme c'est aussi votre métier dans le privé, Monsieur Sleus, et que vous gérez... c'est votre travail de gérer. On a un petit peu savoir quels sont vos plans pour l'avenir du site internet ecosigne.be. Julien ? Oui. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Rampato, pour cette question. Donc, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord ici autour de la table qu'il est grand temps d'avoir un nouveau site internet. On l'a plus qu'envisagé vu que nous sommes actuellement en train d'y travailler avec le service communication et le service informatique. Je pense qu'il est grand temps de s'adapter aux nouvelles technologies, que ce soit l'utilisation des tablettes, des smartphones. Je pense que la création des sites internet avant, ça faisait IN 2.0, mais voilà, c'est vraiment plus adapté aux technologies actuelles. Et donc nous sommes actuellement en train de procéder à une refonte totale de ce site internet. Donc une refonte, c'est vraiment une modification en profondeur. Et elle est de deux types. Donc le premier type de refonte sera visuel et la seconde structurelle. Donc actuellement, nous sommes en train d'actualiser justement les textes et les visuels qui sont obsolètes sur ce site internet. Donc ça demande vraiment un travail de collaboration avec les différents services. Donc c'est vraiment un gros travail pour récupérer toutes les données. Ensuite, un des buts, c'est vraiment d'épurer ce site internet, donc d'avoir une navigation beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. Actuellement, on arrive sur un site avec pas mal de menus. C'est pas très clair, on ne sait pas trop où on doit aller pour avoir une information. Alors dans le langage informatique, il faut que ce site aussi soit user-friendly, doit être vraiment convivial à l'utilisation. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit précédemment. Mais comme je le disais, on doit vivre avec les nouvelles technologies et ce site actuellement n'est pas responsive, donc il n'est pas adapté à l'utilisation des smartphones et des tablettes, ce qui pose vraiment un souci. En sachant que maintenant, la plupart des utilisations se fait via un smartphone. Et enfin, ça c'est le petit plus, voilà, le design doit être adapté à la nouvelle charte graphique. C'est vrai qu'on a un logo maintenant actuellement qui a changé il y a quelques temps. Alors, je vais un peu vous expliquer ce qui a déjà été effectué. Donc par exemple, on va retrouver sur la page d'accueil des informations à la une, donc les informations qu'on va vouloir mettre en avant. Ce qui est déjà actuellement le cas, mais qui est un peu caché par toutes les informations qui sont sur ce site. Donc c'est vraiment des messages, on va dire, d'alerte ou d'événements importants qui vont avoir lieu. On va retrouver les actualités qui font partie de la commune, les événements qui vont arriver, aussi au niveau de la commune, mais donc c'est des événements qui peuvent être faits par des associations. Les informations de contact, donc ça c'est vraiment primordial quand on arrive sur la homepage, et d'avoir directement un contact avec des horaires, numéro de téléphone. Et ensuite, nous aurons aussi des accès rapides. Donc, les accès rapides, ça va être par exemple des infos travaux, le bulletin communal ou encore les horaires d'ouverture des différents services. Voilà, c'est des infos vraiment dont on a besoin rapidement et il faut pouvoir les trouver
tout de suite. Donc voilà, je vous rassure tout de suite, donc c'est vraiment pour vous montrer un peu comment ça va être structuré. Il y aura un peu plus de couleurs, là on est vraiment sur la partie structure. C'est pour vous montrer que on revoit un peu les menus, donc on va retrouver ma commune, le menu loisirs, économie, un onglet de menu je suis et je trouve. Je vais y revenir juste après pour vous expliquer ce qu'on va y trouver. Donc voilà, à la une, on aura une bannière déroulante avec les informations importantes. On va retrouver juste en dessous, donc en scrollant, les actualités et ensuite les événements. Donc voilà, on change la présentation, assez visuelle, une petite image assez parlante, une date, voilà. Sur le côté de cette page, on retrouvera les informations que je disais tout à l'heure, donc numéro de téléphone, contact et ce genre de choses. Donc voilà, si je reviens un peu à la navigation du site internet, donc on a l'accueil que je viens de vous expliquer. Nous aurons ensuite l'onglet Ma commune. Donc dans l'onglet Ma commune, on va vraiment retrouver toutes les informations de la vie politique, donc que ce soit la présentation du collège, la présentation du conseil communal, les différents services communaux, les infos sur l'enseignement, enfin les différentes écoles. On va pouvoir trouver les PV, les heures du jour des différents conseils communaux. Donc voilà, vraiment les informations liées à la vie de la commune. Ensuite, dans la partie loisirs, c'est vraiment tout ce qui est tourisme, sport, jeunesse. On va principalement y retrouver des annuaires, des points de contact. Pour le sport, on va avoir les informations sur le hall polyvalent, les stages qui existent et ce genre de choses. Pour la partie économie, justement, vous en parliez, donc on va retrouver un annuaire des commerçants et aussi un lien direct avec l'ADL. Donc ça, c'est aussi un gros travail de mise à jour de données. Donc c'est quelque chose qui est aussi prévu. Pour la partie je suis, c'est un peu un plus, je vais dire, où on s'identifie à un profil. Donc on va se dire, voilà, je suis jeune, je suis senior, ou j'organise un événement. Et en fonction du choix qu'on va faire, on va tomber sur les informations qui nous sont nécessaires. Voilà, je suis organisateur d'événements, on va retomber sur une page. C'est vraiment un système de filtre, où on va avoir des infos un peu partout du site. Là, on va par exemple avoir toutes les démarches pour pouvoir organiser, faire les demandes de dossiers de sécurité, ce genre de choses. Donc voilà, on peut s'identifier à un profil et en fonction du choix, on tombera sur les informations nécessaires. Et je trouve, donc, nouvelle chose qu'on n'avait pas sur le site actuellement, c'est un annuaire. Donc c'est quelque chose qui n'était pas existant. Donc on aura un annuaire où on pourra, avec des filtres, si on veut des informations sur des clubs sportifs ou sur les mouvements de jeunesse ou autres, appliquer un filtre et avoir les informations sous forme de listing avec des informations complémentaires à l'intérieur. Donc on aura aussi les démarches administratives, je vous montrerai juste après. Ben voilà, donc l'exemple de l'annuaire, on retrouve un filtre avec une vue sous forme de listing, mais aussi une vue cartographique. Donc on pourra situer les différents clubs ou autres sur une carte. Donc voilà, si on fait une recherche au niveau sportif, on aura un listing avec les différents clubs. En cliquant dessus, on a toutes les infos, les heures d'ouverture, les stages. L'avantage, si on le lit par exemple avec un smartphone, c'est qu'on a une V-carte. Donc une V-carte, c'est une carte virtuelle donc, qui permet d'importer directement les données dans son smartphone pour pouvoir téléphoner directement ou même avoir l'adresse. Et ensuite, on a aussi, donc, comme je le disais, une carte donc, qui permettra de situer ou même de lancer une application sur le téléphone Google Maps ou enfin, voilà, Waze pour ceux qui utilisent ce système. Deuxième exemple, je parlais de l'annuaire, mais voilà, enfin, la partie je trouve, je veux faire une démarche administrative, j'ai besoin d'un document, un extrait du casier judiciaire. On va sur la page, un petit filtre de recherche. Voilà, on tombe directement sur les procédures pour pouvoir l'acquérir, avec le coût, les procédures pour savoir à qui on le demande, où on doit se situer pour faire les différentes démarches. Donc voilà, ça c'est un petit exemple du travail qui est effectué. J'ai montré des exemples qui n'étaient pas encore vraiment existants.
Il y a aussi des choses comme un formulaire directement en ligne qui sera existant. Donc si par exemple une association se rend compte que ces données sont plus à jour, on a un petit bouton direct qui permet d'envoyer un mail via un formulaire avec la demande de mise à jour de coordonnées. Donc ce sera beaucoup plus interactif que de se dire je vais envoyer un email et voilà, après je vais attendre une réponse. Et chose aussi qui va arriver sur ce site web, ce sera le e-guichet. Donc on aura la possibilité de commander certains documents administratifs via la plateforme, donc avec une connexion sécurisée via carte d'identité, donc d'éviter des déplacements en journée pour ceux qui n'en ont pas la possibilité. Donc voilà, voilà la présentation de la refonte du site. Merci Julien. Pierre? Oui, un grand merci, c'était bien comme on demandait, donc vraiment un grand merci. Ce qu'on aurait aimé en plus, c'est peut-être avoir une application directement sur le smartphone au lieu d'un site internet. On a essayé via Fluicity, la commune a essayé, c'était pas un grand succès, d'ailleurs on a arrêté après un an et demi. Par contre, il y a une autre application qui existe et qui est utilisée par d'autres communes, comme par exemple Waterloo, Mons, Liège, Bénezet, qui s'appelle Wallonie en poche, qui est une application 100% wallonne. Et avec cette application, eh bien, il y a vraiment, vous parlez beaucoup de participation citoyenne, et bien là directement il y a des onglets de participation citoyenne. On peut aussi par exemple directement prévenir le service travaux qu'il y a un dépôt sauvage dans la rue Lefort, comme je le fais chaque semaine. On peut directement prévenir d'un trou dans les rues. Ça va révolutionner la vie de mon copain Sébastien qui lui envoie encore des mails. Et bien là directement il va pouvoir le faire en direct. Aussi des horaires de bus, vraiment des choses qui sont au niveau mobilité vraiment très très importantes pour les citoyens. Des offres d'emploi, les médecins de garde, ça il y a déjà, par exemple les médecins de garde sont déjà sur le site internet de la commune. Bon, il faut quand même être ingénieur industriel pour trouver où c'est. Donc ici c'est vraiment très très facile. Il y a des infos au niveau économie sur les marchés, etc. Et vous en avez parlé, il y a un e-guichet. Et un e-guichet c'est vraiment super. Ici avec l'application It's Me, vous avez directement un e-guichet. Via It's Me, vous connectez même sans lecteur de carte et vous pouvez avoir, par exemple, un certificat de bonne vie et mœurs qui est essentiel pour trouver un boulot, un certificat de nationalité, une composition de ménage, sans devoir faire la file à la commune. Donc c'est vraiment super. Donc je vous incite à aller voir ça, c'est pas mal. Et merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait pour le site de la commune. Merci Pierre. Julien? Merci pour la réflexion. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et, il faut d'abord commencer par refondre le site internet, avoir des données à jour avant de se lancer dans une application smartphone. Donc, Wallonie en poche, j'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer ici. Ils sont venus présenter leurs produits. Mais quand ils sont venus, c'était il y a un peu moins d'une année, je pense. Elle n'était pas encore au niveau qu'elle est actuellement, donc ils cherchaient vraiment des financements et on ne pouvait pas se permettre à l'époque de se lancer là-dedans, surtout que nos données n'étaient pas à jour non plus, donc avoir une application smartphone avec des données erronées, c'est un non-sens en fait. Donc voilà, on commence par la refonte du site. L'application, si on en fait une, viendra après, ce qui me semble logique. Maintenant, ça, c'est des applications assez connues. Il y a d'autres choses aussi qui existent. Et je pense qu'il faut bien analyser, mais comme vous le dites, je viens du milieu, mais donc il faut vraiment analyser les besoins et voir si on va vraiment en avoir l'utilité. C'est vrai que voilà, l'application existe déjà. Hein. Il y a une partie qui est gratuite, qui peut être utilisée pour les horaires de bus et ce genre de choses. Donc si les personnes téléchargent l'application, c'est déjà d'application. C'est vraiment, si on veut nous se lancer dans ce projet, c'est pour avoir, par exemple, la demande de documents administratifs et ce genre de choses liées directement aux infos de la commune. Mais voilà, comme je le disais, ayons d'abord une bonne base de données avec des données à jour, puis on se lancera dans l'aventure de l'application. Il y en a plein d'autres qui existent aussi, donc il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut et à savoir quel est l'objectif. C'est vrai que, par exemple, si on a des dégradations ou autres, c'est vrai que c'est intelligent de directement avec son smartphone, une photo, envoyer l'info et voilà. Mais ça viendra, chaque chose en son temps. Voilà.
Merci Arnaud, tu voulais ajouter quelque chose sur la participation citoyenne? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on veut miser sur la participation citoyenne et en collaboration avec Julien et aussi le nouveau service de la participation citoyenne. On ne s'interdit pas de réutiliser des applications telles que Fluicity qui ont été arrêtées parce qu'on n'en avait pas les résultats tels qu'attendus. Enfin voilà, il y avait un manque de réactivité pour que les services puissent répondre assez rapidement aux citoyens. Et donc, dans un premier temps, au niveau participation citoyenne, on veut pousser la création de comités de quartier, qui permet une interface de dialogue avec les citoyens. Mais évidemment, on est en réflexion et on ne s'interdit pas peut-être plus tard de venir avec une application. Mais comme l'a très bien expliqué Julien en tant qu'échevin de l'informatique, c'est vraiment un outil qui vient en plus d'une organisation qui sera repensée. Voilà, et la dernière question qui est adressée par Pierre à l'attention de Philippe Dumortier, que je répondrai également. Je t'en prie, Pierre. D'abord, un petit message pour Philippe. On ne savait pas que tu allais être absent aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'on a posé 3 questions à Philippe. On se souhaite, si c'est là que tu es, un prompt rétablissement. Voilà. Ça se fait, non? Peut-être au mois de septembre, au mois de février, je dois me faire opérer du genou. Peut-être que je pourrais être aussi en live, s'il y a moyen. Enfin bon, voilà, on verra. Donc, petite question pour Philippe, au niveau de la place de marche. Donc, à l'époque, quand on nous avait présenté la place de marche, on nous avait dit que la place allait être vraiment pour les citoyens, c'est-à-dire que toute la zone du terrain de jeu de balle allait être vraiment bien séparée, avec la création de quelques places de parking vraiment tout près de l'entrée de l'église, et aussi avoir deux plots rétractables pour pouvoir donner accès à la place quand on en a besoin. Donc, par exemple, quand il y a des marchés, tous les vendredis, quand il y a des événements, style du Casse des Marchous ou autres, ou les marchés de printemps, etc., qui se passent sur la place. Ce qu'on remarque maintenant depuis quelques mois, c'est que la place de marche, c'est un parking, alors que c'est la place de marche, sinon on aurait appelé ça le parking de marche. Mais c'est pas le cas. J'ai posé la question déjà à Philippe plusieurs fois par email. Malheureusement, j'ai pas eu la réponse. Donc je profite d'être conseiller communal et de pouvoir poser la question, parce qu'il m'avait dit qu'à la fin de la Ducasse des Marchous, qui de mémoire s'est fait fin du mois de juillet, ça allait être remis en place. Voilà, on est quand même quelques mois plus tard, et quand on voit la place de marche qui est là, qui est devenue vraiment un parking, c'est dommage pour tous les enfants du village qui aimeraient apprendre à y faire du vélo, ou aux gens qui aimeraient simplement jouer à la balle pelote. Eh bien, c'est un petit peu dommage de voir la place qui est devenue simplement un parking. Bien, merci Pierre. Et donc Philippe a préparé la réponse suivante. Afin de permettre à la place de marche les Écosines de sortir du mode parking, pour reprendre ton expression, il convenait d'empêcher les véhicules de passer du côté parking vers le côté terrain de balle-pelote. Pour ce faire, deux aménagements restaient à installer, les bacs à fleurs en pierre bleue et les potelets amovibles. Ces derniers ont été positionnés, mais le dispositif reste inefficace tant que les bancs ne sont pas tous remis en place. Parmi ceux qui ont été livrés, 2 ont fait l'objet d'un décollement d'une des faces. Et une fois ces malfaçons réparées par l'entreprise, le dispositif complet, à savoir les bancs, les bacs à fleurs et les potelets amovibles, sera mis en place de manière à rendre l'accès à la place aux citoyens de manière sécurisée et permanente, ou en tout cas semi-permanente, suivant les festivités. Dans l'attente, il est vrai, surtout en période hivernale, que la demande est davantage orientée vers le stationnement, notamment lors des activités liées au culte, ça peut être les enterrements, les messes ou bien d'autres célébrations, ainsi que pour l'accès au commerce avoisinant. Et cette place qui a été magnifiquement restaurée reste donc bien accessible à toutes et tous, et le dispositif sera totalement installé dès que les réparations auront été effectuées. Merci Monsieur Dupont via Dumortier. Donc un grand merci. Voilà. Au-delà de ça, j'aurais aimé dire à Philippe que ce genre de réponse, il aurait pu me les donner par mail. Ça m'aurait bien suffi. Voilà. Et je lui rappelle aussi
qu'il y a d'autres questions que je lui ai posées. Et ok, on a droit à poser des questions. On a la chance d'être conseiller communal, on a la chance de pouvoir poser des questions. Il y a beaucoup de citoyens qui, malheureusement, ne peuvent pas facilement poser des questions et ont que les emails ou bien que Messenger ou des SMS. Et bien souvent, leurs questions restent lettres mortes. Donc voilà. J'ai d'autres questions, par exemple, sur l'accès à la plaine de jeu de marche. Par exemple, voilà, j'ai toujours pas de réponse. J'aimerais avoir ça les prochaines fois. Merci. Voilà. Je suis convaincu que Philippe ne manquera pas de répondre aux diverses questions qui sont actuellement en souffrance et qui pourra peut-être profiter de sa convalescence pour se mettre derrière l'écran pour pouvoir se faire. Et donc, j'espère que dans les prochains jours, tu auras ces réponses. Voilà, c'était donc la dernière question et donc le dernier point. C'est la fin de la séance publique. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été parmi nous, que ce soit physiquement dans la salle ou bien derrière votre écran. La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 17 février.